On est le 4 janvier. Oui. Ta gueule. Mon expérience de la vie, c'est l'école de la vie. Future écrivaine dans l'âme. Pourquoi j'ai eu l'idée de partir? Pourquoi j'ai eu l'idée de commencer un livre? Je suis dans ma résidence de luxe et à peine à manger. Il me restait peut-être 500 $ sur mon compte. Et je suis paranoïaque de la société, genre ça veut tout dire, hein. Ça va clairement dans mon livre, ça. Au pire, je vous crèverai les yeux, c'est pas grave. Non, je rigole. Autodidacte dans la vie, do it, don't care. Eh ben, bonjour. Oh, je stresse, c'est incroyable. J'ai jamais... En fait, je sais pas pourquoi je stresse. C'est juste que je pense que j'ai juste beaucoup de choses à dire et que ça va être dur de partager tout ça. Ok, ma première vidéo. Je pleure. Je vais vous raconter l'histoire d'une merveilleuse petite fille du sud qui avait pour rêve de venir se congeler les stouilles au nord. Quelle idée, franchement. Quand j'avais 15 ans, je voulais littéralement partir de chez moi. Et je regardais beaucoup de séries, je pense comme beaucoup de jeunes de 15 ans, on se dit que la vie est plus belle ailleurs. On veut juste partir. Du coup, j'ai regardé une série qui s'appelle Heartland. Et moi qui suis très nature, je voulais vraiment partir dans un endroit naturel. Et vu que pour moi, le Canada, c'était l'Alberta. Ça se passe en Alberta. Pour moi, le Canada, c'était juste l'Alberta. Mais en fait, non, c'est pas tout ça, le Canada. C'est pas l'Alberta. Mais j'ai fait n'importe quoi. Du coup, vient le moment où j'ai décidé de vraiment m'accrocher à l'idée. Juste au point où c'est aller jusqu'au bac. Où à partir du moment où tu fais le bac, tu sais que tu dois prendre une décision pour ton avenir. Ouh, ouais, la décision, waouh. Et ben ma décision, c'était de prendre une année sabbatique pour réfléchir. Pour dormir. Ok, je tremble encore, hein. Je veux partir au Canada. Pendant mon année sabbatique, donc personne me croit que je pars. Mais mon père est d'accord. Donc ok, je pars au Canada. Je prends une année sabbatique, je m'inscris à mes cours, à mon baccalauréat, donc en informatique. Alors que je fais un bac d'art appliqué. Et je pars à l'autre bout du monde. La première fois que je prends l'avion de ma vie, la première fois que je pars... La première fois que je pars seule, la première fois que je pars hors Europe. J'arrive à Montréal, j'avais de l'argent à ce moment-là. Ouais, le bon vieux temps. Tu crois que c'est un rêve, littéralement. J'étais dans l'avion, j'ai vu par le hublot, comme dans les films. Je suis sortie de l'aéroport, et je sais pas comment j'ai fait pour sortir de l'aéroport d'ailleurs. J'ai pris un taxi, prenez jamais de taxi. Prenez jamais de taxi, prenez le bus. Il y a un bus qui va de l'aéroport au centre-ville, prenez pas le taxi. J'étais dans la voiture, je regardais avec le siège beaucoup trop bas, et vu que je suis petite, bah ça aide pas. J'avais la chanson New York dans la tête d'Alicia Keys. Aucun rapport. Regardez ce qu'il y avait à regarder, c'est-à-dire pas grand-chose, les 3/4 de la route. Mais j'avais des paillettes dans les yeux. Et le fait que pendant cette année sabbatique, j'ai tellement visualisé et rêvé le moment où je serai. Et je me suis pas vraiment renseignée sur qu'est-ce que j'allais faire une fois là-bas parce que c'était tellement évident. J'allais arriver dans mon petit endroit tout mignon, tout riche. J'avais trouvé une résidence qui payait 1500 $ la chambre par mois. Ne faites pas cette erreur, prenez une coloc. Donc pendant cette année sabbatique, j'ai rien foutu. D'où en plus le livre que j'écris et que j'écris encore et qui est là depuis 2016. De base, j'ai décidé de partir au Canada juste déjà pour avoir l'expérience, mais aussi pour ce livre. Le livre donc que j'écris actuellement parle d'une fille qui est, on va dire pas trop complotiste, mais paranoïaque en quelque sorte de la société et qui se plonge dans l'informatique pour trouver un peu les mystères cachés, vous voyez.
Et du coup je me suis dit bah quelle est la meilleure option pour toi d'aller au Canada, là où tu veux aller, mais qui n'est pas l'Alberta, hein, je suis au Québec, pas en Alberta. En même temps de faire des études en informatique dont le baccalauréat est ouvert à tous, mais il faut les préalables avant en mathématiques, et vu que je venais d'appliquer appliquer les maths, je les ai laissées en seconde. Voilà, c'était une bonne pioche je suppose, partir à l'autre bout du monde, avoir cette indépendance qu'on rêve tous, écrire mon livre, avoir des informations pour écrire ce livre alors qu'en fait tout était sur internet. Mais au moins je vois à peu près quel était le processus, on va dire, d'apprentissage. Donc du coup, je pars. Et je suis dans ma résidence de luxe, chère. J'avais une piscine dans ma résidence, une salle de cinéma, c'était juste parfait. Je venais commencer une nouvelle vie étudiante, j'étais là pour réaliser un de mes plus gros projets qui était mon livre, et en même temps apprendre plus sur moi et vivre cette indépendance si redoutable. Oh bah elle a été redoutable, hein, cette indépendance, je peux vous le dire. Et du coup, les premiers jours de l'université, c'était cool, je sociabilise, c'est comme dans les films, dans ma tête, parce que je pense que j'étais largement aveuglée. Là, c'est un problème, j'ai en quelque sorte fui la France et fui mes problèmes. Le moment émotion. Je tremble. J'en pouvais plus de vivre dans mon village, de voir les gens avec qui j'ai vécu toute ma vie, des gens avec qui je suis allée à l'école, et je pouvais plus parce que tous ces gens étaient liés à un même souvenir qui m'a traumatisée pendant ma scolarité en France au lycée, qui a fait que j'ai voulu partir. À ce moment-là, j'ai comme coupé toutes mes émotions pendant cette période de lycée parce que le poids était tellement gros que c'était soit je pouvais plus rien ressentir, soit je pouvais plus rien ressentir, plus de corps quoi. Je pense que la métaphore on l'a compris. Mais je sais pas, il y a un blocage chez moi qui fait que en rentrant de l'école, je commence à pleurer beaucoup. Et le soir, dans ma merveilleuse chambre de luxe, je regarde les lumières de Montréal et je pleure. Vous allez me dire, mais elle est conne elle, genre elle a une vie de luxe, on rêve tous d'avoir ça quoi, elle a de l'argent, elle est dans une bonne fac, elle est à Montréal, elle vit son rêve. Ouais. Et toutes les émotions que j'avais enfouies, elles sont en train de ressortir. Toutes les émotions qui étaient en moi depuis 2016 et que je m'étais juré de juste oublier et que je voulais écrire dans mon livre. Enfin pas à ce moment du coup, maintenant oui, parce que j'ai découvert beaucoup plus tard que c'était important en fait. En 2019 à ce moment-là, ça a juste explosé. Et je commence à me questionner, à me dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis venue ici. Je suis malheureuse, juste ça me manque, mon père me manque, j'ai juste envie de retourner chez moi, de voir mon chat. Et ça dure 10 minutes. Et la semaine d'après, ça dure 20 minutes. Jusqu'à ce que ça dure plusieurs fois par jour. Et la plus longue crise, ça m'a littéralement fait perdre une heure de cours. Je suis pas allée en cours d'ailleurs parce que les cours ici durent 3 heures. Et je suis juste pas allée en cours parce que j'arrivais plus. J'étais en boule dans un coin à pleurer. Et en fait, je pleurais, mais je sais pas ce que je pleurais. Je pleurais le vide qui était en moi et qui revenait petit à petit. Et là, c'est le début de la crise existentielle. Voilà, après un voyage que j'ai fait avec un ami qui m'a sauvé la vie, que j'ai rencontré, j'étais assis à côté de moi, fallait pas. Mais en fait, avec toutes ces crises, mes émotions sont beaucoup plus tendues. Et ce qui fait que quand on dit je suis à fleur de peau, c'est littéralement je ressens tout autour de moi. La lumière est 3 fois plus puissante, il y a trop de bruit. Le métro à Montréal est insupportable. C'est comme si, je sais pas, il y avait comme une transformation en moi. Je pleure toujours autant. Et l'argent commence à disparaître de mon compte. Allez, 7500 $ ont disparu dans le loyer. J'ai toujours pas payé les frais de scolarité. Si, à ce moment-là, si je les avais payés, donc c'était 5000 parce que j'avais pris 5 cours. Et 5 cours, si vous connaissez pas déjà le milieu dans lequel vous travaillez, 5 cours, c'est énorme, surtout en informatique. J'avais peut-être, je crois que c'était 6000 $ à payer. Donc faites le calcul, 7500 plus 6000, j'avais presque plus rien. Et mon bail restait jusqu'à juin 2020, donc j'allais clairement pas pouvoir. Il me restait peut-être 500 $ sur mon compte. L'école est vraiment très compliquée. Je passe plus de temps sur mon ordi à regarder des photos de la Côte d'Azur plutôt qu'à écouter le cours. Le soir, je travaille pas. Je regarde des documentaires sur Nice, je regarde des reportages sur Nice. Je me dis pourquoi j'ai fait ça ? Et je me remets en question. Et là, je sais pas, il y a une phase bizarre en moi qui avait déjà quand j'étais à Nice, devient de plus en plus chelou, c'est que je comprends pas pourquoi mon argent est parti aussi vite. Et je me dis c'est de la faute de quelqu'un. Bien sûr, je me dis pas que c'est de ma faute. Et je commence à devenir paranoïaque, je commence à être bizarre.
Quand je vais en ville, je flippe littéralement. Je me sens suivie, c'est super bizarre. Alors peut-être que je suis à fond dans mon histoire, parce que ça parle de ça aussi. Sauf que c'est impossible pour moi d'écrire. Ça fait 1 an et demi que je suis incapable de marquer 500 mots. Je suis venue ici pour écrire ce livre. Je l'ai pas touché. C'est impossible. Il y a un blocage en moi, il y a un blocage dans mes études, il y a un blocage dans ma vie, il y a un blocage dans ma création. C'est impossible pour moi de faire des montages Photoshop, c'est impossible pour moi de faire des trailers, c'est impossible pour moi de poster sur Wattpad, c'est juste plus rien est possible. Et du coup, là c'est la merde. Et je commence à... Ok, mon téléphone a fait n'importe quoi là. Ok, bon. Et là je commence à... J'ai pas d'esprit logique, mais je commence à essayer d'avoir un esprit logique en me disant ok, t'es en décembre. On savait pas pour le virus, hein. Je voyais juste que l'Australie était en train de cramer. Je me disais c'est horrible ce qui va se passer. Littéralement, je me disais il peut pas arriver pire que ce qui arrive à l'Australie en ce moment. Et là, je me dis j'ai plus d'argent. Je sais pas ce qui va se passer parce que à ce moment-là, j'ai de l'aide extérieure. Tous les mois, on m'envoie de l'argent. Et du coup, je pars voir la directrice de la résidence et je lui dis un gros mytho. Ok, il va se passer un truc horrible en janvier-février. Il faut à tout prix que je rentre chez moi. Ça va être la merde. Franchement, si j'avais su, je me serais vraiment tue, hein, parce que là... Et je commence à raconter un bobard, comme quoi il faut vite que je quitte la résidence, que je pourrais pas rester, que mon bail, il faut vraiment que je le coupe maintenant, parce que vraiment que je rentre. Et là, elle me fait payer, du coup, de base, donc c'était 1500 $ par mois jusqu'à juin. J'aurais jamais pu tenir, je sais pas par quel miracle. Elle m'a fait payer, donc une caution, on va dire, d'un loyer. Avec l'argent que j'avais reçu extérieur, ça allait, je pouvais partir. Et à ce moment-là, bon, c'est la merde, j'ai plus beaucoup d'argent et j'ai réussi un cours sur 5. Yes. Mais le problème c'est que je dois quand même payer ces cours, donc je les ai payés, ça va. Mais je suis en baccalauréat, je dois recommencer les cours que j'ai échoués. Donc je les recommence pour j'ai un bug. Pour hiver 2020, du coup, période Covid. Du coup, je suis en coloc avec une fille de ma classe, avec qui je m'entends bien, soi-disant. Sauf que c'est la merde, j'ai plus d'argent. Et ici, le problème, c'est que elle m'a pas dit qu'il fallait signer un contrat de sous-location. Donc j'étais clandestine chez elle. Et bah, quand t'as plus d'argent, on te vire. Donc elle m'a virée. Et c'est là que rentre en compte mon ami qui m'a sauvé la vie pour la première fois en me conseillant d'aller dans une auberge. Je sais pas non plus par quel miracle j'ai pu retirer de l'argent pour aller dans une auberge, mais à ce moment-là, l'école c'est compliqué, ils savent pas comment ça va se passer parce qu'ils ont à peine appris qu'il y avait le virus et bah, pour le moment on n'a pas de restrictions donc on va là-bas. Le virus allait venir je pense 2 semaines après. C'était les 2 semaines les plus longues de ma vie, sachant qu'à un moment l'auberge nous a tous mis dehors parce qu'il y avait une équipe de foot ou je sais pas quoi venant de l'Ontario qui arrivait. Ce qui a fait que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde pour, on va dire, avoir un toit. Et je me suis mis en danger. Et à ce moment-là, au niveau des études, c'est la catastrophe. Parce que j'ai commencé le nouveau semestre et j'arrive pas à tenir le coup. Parce que je porte littéralement ma maison sur moi. J'ai tous mes papiers d'immigration dans mon sac à dos. J'ai à peine à manger et je suis obligée d'étudier. Mais j'arrive pas. À partir d'un moment, il y a une autre fille que j'ai rencontrée à l'école qui me propose qu'elle va emménager et qu'elle m'accueille, qu'il n'y a pas de souci, mais qu'il va falloir attendre quelques jours parce qu'elle n'a pas encore les clés. Du coup là, mon ami me dit littéralement bah écoute, viens dormir à la maison. Il m'a jamais vu aussi fatigué, il est parti à 8h, je dormais, il est rentré à 16h, je dormais encore. J'ai jamais été aussi reconnaissante d'avoir un toit de ma vie. Et vu que lui, il est beaucoup plus âgé que moi et qu'il est en école d'ingénieur, il connaît ce que je fais, bah c'est parfait, aide-moi s'il te plaît. Du coup, j'aime pas mes études, je comprends pas ce que je fais. Et à ce moment-là, donc bien avant tous ces problèmes, il y a le cours que j'ai dû reprendre. Je l'ai surtout échoué parce que j'avais peur d'aller en cours à cause d'un mec qui me harcelait. Je sais pas si on peut dire harcèlement sexuel parce que je m'y connais pas encore dans ces truc là, mais selon les filles qui étaient dans ma résidence, c'était clairement ça. Le mec me lâchait pas, littéralement, il me suivait partout. Et à un moment, ça c'était avant que j'échoue ce cours. Ce cours, j'avais besoin d'aide parce que à ce moment-là, j'avais pas l'aide de mon ami et j'arrivais vraiment pas, j'avais vraiment besoin d'aide en maths. Et le mec disait qu'il était fort en maths. Mais à ce moment-là, je savais pas que c'était du harcèlement sexuel et du coup, je sais pas non plus par quel miracle, hein, faut croire que je suis bien protégée. Littéralement, s'il y avait pas une fille qui était restée à cet endroit-là pendant qu'il m'aidait en maths pour un devoir, j'ai peur qu'il y aurait eu l'agression. Après, je vais pas tout raconter aux filles
Et en fait, UQAM avait mis en place une formation pour les agressions au sein de l'université. Tout le monde doit passer. Je le passe. Et en fait, en leur racontant tout ce que j'ai eu quelques minutes plus tôt, elles me disent meuf, t'as agressé là. Littéralement, il t'a fait des attouchements, il t'a agressé, c'est de l'agressement, les attouchements c'est de l'agressement. Moi je lui dis non, c'est pas ça, vous déconnez, c'est rien. Mais en fait non, c'est pas rien. Et je pense que ce mec m'a littéralement donné l'une des phobies que j'ai encore aujourd'hui, qui est la phobie sociale et surtout masculine. Parce qu'à cause de lui, littéralement, j'avais peur d'aller à ce cours. Du coup, j'ai échoué ce cours. Du coup, la période Covid, elle est très intéressante parce que j'ai plus d'argent, personne ne peut m'aider et l'université décide de faire les cours à distance. C'est bien pour moi parce qu'il n'y avait pas le harceleur, si je peux l'appeler ça comme ça, plutôt l'agresseur, je sais pas quel nom lui donner, mais c'est tout bénef pour moi. Je peux plus aller à l'université et je suis chez moi. Quel meilleur autre truc que je demande que de faire les cours à la maison. C'est génial. Mais pendant le virus, donc avec mon ami, il m'a beaucoup aidé, on est énormément sortis, c'était le début du virus, donc tout le monde avait peur, Montréal était vidé, il n'y avait personne. Et je partais avec mon ami, on faisait des marches incroyables pour aller jusqu'à Westmont, on se mettait sur le fameux belvédère dont tout le monde parle quand on arrive à Montréal, c'est le truc à touristes. La rue Peel c'est l'une des plus grandes rues à Montréal, il n'y a aucune voiture. Montréal est silencieuse, c'est magnifique, il n'y a plus personne, c'est juste bien parce que à ce moment-là je commence à avoir peur des gens, je commence à avoir peur des hommes et je commence à être paranoïaque de la société, donc ça m'aide pas. J'arrive à aller jusqu'au bout de ce semestre, à valider mes cours grâce à mon ami parce que en ligne j'ai beaucoup triché. Mais j'aime pas ce que je fais. Après la grosse vague d'informations qu'on a eu par rapport au virus, j'arrive plus avec mes études, même si je les ai réussies, le mental y suit pas. Et on tente ce qu'on tente de faire. Je sais pas par quel miracle non plus, mais apparemment je suis toujours là, donc ça a marché. Enfin ça a pas marché, ça a pas marché dans le sens où mon plan du coup n'a pas marché, mais tant mieux vu que je suis là aujourd'hui. Mais il y a ce sentiment de vous savez que vous voulez faire quelque chose au point où vous en pouvez plus, vous voyez plus aucune sortie, mais juste il y a ce petit truc qui vous tient, que vous pleurez, vous voulez, mais ça vient pas. C'est l'espoir peut-être. Mon ami a un coloc qui part et qui a une place de disponible, mais j'ai jamais eu autant de mal à négocier pour avoir une place dans ma vie. Pour le moment, la seule personne qui m'avait vraiment aidée, c'était mon ami. C'était clairement mon grand frère, en quelque sorte. Il m'avait beaucoup rassurée sur certaines choses et j'ai fini par avoir la place dans l'appartement. Même avec ma situation financière, et c'était comme un nouveau départ. J'ai essayé de trouver un travail, sauf que c'est le Covid. Et quelle merveilleuse idée pour une jeune étudiante comme moi d'aller travailler dans un hôpital rempli de cas. Mais au moins j'avais de l'argent. Il se passait ce qui s'est passé, hein. J'ai attrapé le Covid. Mais rien. J'ai réussi à économiser suffisamment pour payer mes frais de scolarité de l'hiver. Et on a un problème avec un colocataire et on doit partir. Donc avec mon ami et avec un autre coloc. Mais là, à la nouvelle année, c'est catastrophique parce que du coup, les cours sont à la maison, en ligne. Quoi de mieux pour décrocher que de rester dans son lit, garder ses cours. Fin 2020, été 2021, fini. Je quitte mon emploi pour en trouver un autre dans un centre commercial. Pour le moment, c'était bien, jusqu'au point où les clients sont venus, clients hommes, disent, je pense pas qu'il y ait besoin de se préciser, mais clients hommes s'arrêtaient pour me parler et me faire des compliments. Ça a pas arrangé les choses au point où le seul homme en qui je faisais confiance était mon ami. Et dès que je rentrais du travail, je pleurais, je disais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils m'en veuillent tous, pourquoi ils viennent tous me parler, pourquoi ils me lâchent pas, pourquoi est-ce qu'ils... Ils me disaient c'est pas toi le problème, c'est juste toi attiré, je sais pas. J'en pouvais plus. L'école en ligne a commencé. J'ai pris 4 cours à ce moment-là. Les cours étaient compliqués, on devait allumer la caméra et on devait faire des groupes. Et ça, en informatique, il y a que des mecs. J'arrive plus à supporter les hommes.
j'ai peur, ce qui fait que je commence à sécher les cours. Les professeurs nous demandent d'être en équipe, je commence à vouloir faire des équipes avec toutes les filles, mais les filles commencent à partir du cours peu à peu. Du coup, je me retrouve dans des nouvelles équipes remplies d'hommes. C'était juste moi qui psychotais, mais j'étais mal à l'aise, j'en pouvais plus. Alors, c'était dur de suivre les cours parce que non seulement je venais pas d'un milieu scientifique, du coup je devais faire plus que les autres, mais que ce soit en physique ou juste en visuel, j'arrivais plus à juste parler à des hommes. Qui m'a beaucoup aidée en même temps pour mon histoire parce que mon personnage principal a un problème avec les hommes aussi, donc on peut dire que ces expériences sont menées en quelque sorte à bien, donc c'est bien je suppose. Bon voilà, donc les cours ça va pas, je veux vraiment arrêter, mais je peux pas. J'ai abandonné la France pour ça, je me suis endettée pour ça, donc peut-être que là ça allait mieux économiquement, mais j'y arrivais plus. Ce qui a fait que le travail m'énervait, l'école m'énervait, j'ai commencé une dépression. Je sais pas si vous vous rappelez le moment où je disais que j'étais en boule dans ma résidence de luxe, à pleurer en me disant qu'est-ce que j'ai fait. Et ben c'était la même chose ici, sauf que je me demandais pourquoi t'existes, pourquoi t'es sur cette terre. Et à ce moment-là que j'ai découvert la dépression. Les cours arrivaient. J'étais à l'heure, j'ouvrais mon ordinateur, je me connectais à Zoom et je voyais tous ces visages se connecter. J'écoutais le prof à moitié et je quittais. Et encore, et toujours. Mes cours étaient compliqués parce que c'était vraiment des notions de mathématiques que j'avais pas. Et j'avais 2 experts en maths dans ma coloc qui fait mes études à ma place. J'ai fait des études pour au final pas faire mes études, passer tous mes cours. J'ai passé tous mes cours avec succès. J'arrivais pas à sortir de mon lit. Et heureusement que mon ami était là parce qu'à chaque fois il me disait j'ai fait à manger, viens, sors. Il me partageait sa nourriture. Alors qu'il n'était pas du tout obligé, peut-être qu'il m'aidait à continuer un peu à me sentir vivante alors que j'avais juste la phobie sociale des humains. Quand il allait dormir, je pleurais. Quand je fermais la porte de ma chambre, je bloquais mes mains sur les bouches comme ça. Je pleurais, je me mordais le poignet pour pleurer en silence. Je faisais couler une douche à fond pour pleurer. J'avais honte de pleurer, mais c'est ce qui m'a aidée dans mon plus grand cheminement, point de base de pourquoi je suis venue au Canada, écrire mon livre. Juste une histoire, une semi-autobiographie, et qu'en fait j'ai réalisé que c'était plus que ça, que c'était une autobiographie de mes sentiments, et que j'ai utilisé tout ce parcours pour humaniser mes émotions dans ce livre, qui est encore en travail, mais je suis très contente d'avoir eu ce parcours-là quand même pour rendre si réelles les choses. Je me dis, qu'est-ce qui doit se passer dans ce livre aussi? Mon personnage doit pleurer, parce que c'est elle, parce que c'est moi, parce que c'est nous, parce que c'est mes émotions et parce que mes émotions me font que pleurer à ce moment-là, parce que je me pose beaucoup de questions, je suis en pleine crise existentielle en quelque sorte. Je me demande pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, pourquoi j'ai eu l'idée de partir, pourquoi j'ai eu l'idée de commencer un livre, pourquoi est-ce que j'existe et du coup pourquoi j'étudie. Par contre, en revanche, il y a un truc que j'arrive à faire, c'est écrire. J'écris beaucoup, à tel point que pour m'empêcher de pleurer, je m'assois sur mon lit. J'ai ma technique d'écriture, si vous voulez, je vous la dirai dans une vidéo, si pour ceux que ça intéresse, mais j'écoute ma musique et je pleure mes mots, littéralement. Ça coule à flot, 5000 mots à chaque séance d'écriture. Ça y va fort. Et puis ça s'arrête. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est m'acharner sur mes personnages, m'acharner sur mes émotions. Et c'est pas quelque chose que je veux. Je veux apprendre à les contrôler, à les apprivoiser et à savoir ce qu'elles veulent dire surtout. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, et si en fait mes personnages étaient des représentations de mes émotions? Et c'est peut-être juste la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc je me suis juste stoppée là
et j'ai commencé à faire un plan. Le plan qui est en cours depuis 6 mois quand même, il serait temps que je le termine, mais à ce moment-là, au travail, j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur le regard des autres. En me disant, écoute, ils viennent te parler, tu peux rien y faire. Et ça, c'est mon ami m'a beaucoup répété ça. C'est pas toi le problème. On sait pas pourquoi ils viennent te parler, on sait pas pourquoi ils viennent te draguer, on sait pas pourquoi ils t'approchent, on sait pas pourquoi ils insistent. Mais c'est comme ça. Et malheureusement, bah, tu peux rien y faire. Au travail, j'ai commencé à essayer de toutes mes forces d'ignorer les gens. Mais en tout cas, il y avait plus de paroles, il y avait juste que des regards juste très lourds. L'été, j'avais les cours à la maison où j'arrivais pas. Et malheureusement, mon ami n'a pas pu m'aider. J'avais trop demandé. Il m'avait dit la session juste avant, on fait que retarder le processus ou au moment où tu arrêteras. Et il avait raison, je voulais plus faire d'études. J'aimais plus l'école. À ce moment-là, je me suis pas dit j'aime plus l'école, j'ai juste dit je suis perdue. Je suis pas venue ici pour faire un diplôme et au final partir avec rien. Je serais peut-être la déception de mon père. J'avais vraiment peur de son regard par rapport à ça et qu'il comprenne pas. Alors que jusqu'à présent, il a toujours été compréhensif. Allait mieux à la rentrée. J'ai arrêté de pleurer au travail et j'ai commencé vraiment à m'en foutre du regard des autres. Pour dire à quel point quand on était ensemble à se balader dans la rue, j'étais juste heureuse d'être là, de vivre le moment présent et je pense que c'est ça qui m'a vachement aidée à me détacher du regard des autres. À me dire écoutez, de toute façon, bah vous me voyez, c'est bien. Vous avez des yeux, félicitations. J'ai mis au travail et arrêté d'avoir peur des gens, d'avoir peur des hommes. Si vous me regardez, bah tant mieux, regardez-moi. Au pire, je vous crèverai les yeux, c'est pas grave. Non, je rigole. Mon ami est parti. Il m'a beaucoup aidé et c'est peut-être le coup du destin qui m'a... Et j'espère un jour l'aider autant. Mais il m'a sauvé la vie. Et ça, franchement, je vous souhaite, si vous êtes dans une situation compliquée, de trouver une personne comme ça parce que franchement, il était incroyable et je lui souhaite tout le meilleur. Et à ce moment-là, il est parti. Déjà pendant l'année, le soir j'écoutais beaucoup Spotify de musique et je visualisais beaucoup parce que ma méthode d'écriture c'est souvent ça, c'est écouter mes musiques de playlist, visualiser et écrire à la scène. Puis rajouter mes émotions. Sauf que là, juste, je visualisais mon futur qui me semblait juste bizarre parce que je voyais pas l'obtention de ce diplôme, je me voyais juste vivre. Et j'ai commencé à avoir une obsession pour le théâtre. Je me suis dit bah ok, ça va passer. Soit, je me sentais bien. Vous savez, c'est comme, genre vous vous réveillez et vous avez un mot en tête, comme ça, genre une musique, une mélodie, et genre vous allez chercher les paroles de cette mélodie, et genre ça raconte ce que vous vivez en ce moment, et tu es en mode ta gueule. Ça se passe actuellement, partout pour moi. Mais du coup, ouais, théâtre, je me réveille, théâtre. Ok, je garde ça dans un coin de ma tête. Pardon. Je pars à l'école. J'étudie bien. Franchement, tout est bien actuellement. J'ai 2 cours. Il me reste quoi 4 cours après et j'ai terminé, j'ai un diplôme. L'été, je crois qu'il y avait eu les Wings qui est sorti. Ne me demandez pas le rapport. J'ai fait un montage dessus et je me suis jamais autant éclatée à faire un montage. J'adore le montage. Et je commence à... Ok, théâtre. Et là, montage. Mais j'aime le montage. Et le théâtre, j'en ai fait au lycée. Mais j'ai plus aucune base en théâtre. Et ok, genre je suis super timide moi comme fille, genre je vais pas faire du théâtre, c'est chelou. Et vous savez, genre, j'étais en train de faire les cours et je regarde encore des images de Nice, hein. Ça se dégradait petit à petit. J'arrivais plus à me concentrer au cours. Je commence vraiment à plus vouloir, vraiment. C'est genre je peux plus, j'arrive plus. Travail d'équipe, je dis à mon équipe, je suis malade. Ouais, je suis malade. Et après je dis, je peux pas. Pourquoi ? Ah non, j'arrive pas, genre il y a des bouchons, il y a le bus qui part pas, j'ai inventé des excuses. Je peux apprendre aussi sur YouTube. Maintenant j'ai les bases d'informatique, je sais où chercher les informations et je sais que moi je veux faire la sécu. Je crée des applications, je veux pas créer d'applications, moi je veux faire de la sécurité. Et on fait pas ça. Vous avez compris hein, par sécurité ce que je veux dire, hein. On voit tous à peu près le genre. Hein. Et je suis paranoïaque de la société, genre ça veut tout dire, hein, ça va clairement dans mon livre ça. Bah ouais, théâtre. Donc je commence à faire des recherches. Pourquoi ? Genre ça me prend au cœur. C'est comme quand j'étais au lycée, que je parlais du Canada. Genre j'avais le cœur qui... Je voyais les pépites dans mes yeux, mais j'ai faim moi, c'est n'importe quoi. Comment ça s'appelle là ? Les étincelles dans mon regard.
Et tu voyais mon cœur, je parlais avec mon cœur, je voulais y aller. Je sais toujours pas. Je suis partie au Canada parce que je pensais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait m'attendre. Ou quelqu'un d'extraordinaire, bah j'attends toujours cette personne, j'attends toujours cette chose. Hormis mon expérience, c'est bon, hein, j'ai mon expérience, hein, j'ai compris. Mon expérience de la vie, c'est l'école de la vie. Hein. Et bah, faut annoncer la nouvelle au papa. Et du coup, j'appelle mon père. Hein, je crois que j'arrête l'université. Bah écoute, si tu te sens pas heureuse, bah tu termines ton année et tu reviens. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir un père aussi merveilleux et qui comprenne ça. Il dit c'est normal, t'as 21 ans. À 21 ans, c'est normal de se perdre. À ton âge, même à 26 ans, je savais pas où j'allais. Et c'est normal. Peut-être une connerie que j'ai fait, je suis peut-être partie pour rien. Il fait écoute, ben. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ta vie et je suis contente de ce que t'es. Et voilà. Tu sais ce que tu veux faire, où tu veux aller et tout. C'est bien. Ou même si tu sais pas, c'est bien aussi. T'as le temps. T'as le temps et c'est des expériences à prendre en compte. Mais en tout cas, une chose était sûre. Je voulais écrire et apparemment je voulais faire du théâtre. Donc bah, j'abandonne mes études pour faire du théâtre. Oui. Je voulais faire du théâtre à UQAM. Sauf que bah, je me suis prise trop tard. Et c'est contingenté. Contingenté, ça veut dire que bah, tes notes sont prises en compte. Tes notes universitaires. J'ai des dés et des échecs. Donc j'arrête l'école pour le théâtre. Du coup, ben écoutez, je vais me former par moi-même, comme je l'ai toujours fait, hein, autodidacte en tout. De toute façon, autodidacte en la vie. Non, je sais où je veux aller. Je vais juste vivre mon présent. Et je sais même pas ce que je vais faire demain. Si demain je vais me poser des faux ongles parce qu'apparemment j'arrive pas à arrêter de ronger ces ongles. Ah, ça vient de couler. Oh ah. Ok, mon propre corps est en train de me tuer, c'est cool ça. Bon. Donc voilà, je vais pas faire du théâtre et je pense que même si je m'en fous en vrai que ces vidéos marchent ou pas, j'ai juste envie de m'éclater avec le montage et en même temps j'ai juste envie d'être beaucoup plus à l'aise pour le théâtre. Et en même temps ces vidéos, donc ça c'est la conclusion, je pense que si on n'a pas remarqué, je suis pas très bonne en plan 1, en français j'ai eu un 6, donc franchement les plans c'est pas pour moi. On a vu je crois, les plans de la vie c'est pas pour moi, c'est la vie qui me fait tiens et ferme ta gueule. Du coup, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer d'écrire, associer le théâtre à l'écriture. Je vais associer ma vie à l'écriture. Future écrivaine dans l'âme. Parler de la santé mentale dans ce livre, puisque maintenant, bah, je sais oser. Il y a des problèmes parce que bon, c'est bien beau de vouloir s'échapper de la réalité, mais il faudrait de la comprendre aussi, la réalité. En même temps, je vais finaliser ma dernière phase du regard humain, c'est-à-dire filmer en public. Bravo. Parti à un point où clairement, on va tous finir au même endroit, dans un trou. Donc franchement, je m'en bats les couilles à un point. Parce que là, clairement, je suis en pyjama, j'ai fait aucun effort. Moi, voilà, m'en fous, clairement. En fait, voilà, c'est clairement un journal de bord en quelque sorte. Comme sur TikTok, je voudrais vraiment genre faire un journal de bord, mais juste concernant mon histoire. Ah, ça va être chaud pour le montage parce que je sais clairement pas comment faire. Je connais archi pas After Effects. Mais stop là, oh, on est le 4 janvier. Il y a beaucoup trop de neige dehors. Il fait -5, il fait pas froid. J'ai pas envie de me geler, mais je serai prête à le faire pour vivre ma dernière année d'expérience. Que dis-je? Non, je pars en juillet. Mes quelques mois d'expérience, l'année elle est passée comme en 4 mois et surtout que j'ai passé faire de mon temps dans mon lit à écouter Spotify. De minutes que j'ai sur Spotify, je pense que je vous ai tous niqué la gueule. D'ailleurs c'était visualisation, maintenant c'est réalisation, je m'en bats les couilles, je le fais, point. Do it, don't care. Écrire du coup, j'extériorise mes émotions mais maintenant je dois les vivre, je veux les vivre. Pour que dire, allez casse-toi, va ailleurs. Je veux travailler dans les émotions. Tout ce qui est lié à mes émotions, je veux faire ça. Bon, je sais toujours pas quel métier je vais foutre, mais de toute façon, pourquoi avoir un métier quand on peut avoir plusieurs? Donc théâtre, anglais, ma vie. Et puis si vous aimez pas, ben tant pis, écoutez, de manière, j'aime pas actuellement ma vie non plus, donc je vous comprendrai. Hein. Je suis reconnaissante, hein. Je suis pas trop heureuse, donc je suis contente, mais je suis pas heureuse, vous voyez le truc.